Le droit, tout droit par celles et ceux qui le font, qui le défont, qui le défendent. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le 8e numéro de cette émission de décryptage et d'analyse de certaines thématiques de droit. Une émission à retrouver une fois par mois et réalisée en partenariat avec l'Ordre des avocats au barreau d'Épinal. Ce mois-ci, nous nous intéressons aux droits des victimes. Vaste sujet tant il concerne bien sûr une écrasante majorité d'affaires judiciaires. Quelle est justement l'évolution récente de la prise en compte de ce statut de victime? Quels sont les types d'atteintes dont on peut être victime? Quel est l'intérêt de souscrire une protection juridique? Des questions auxquelles vont répondre nos deux invités. Gérard Welzer, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat à Épinal et à vos côtés Valérie François Dodo, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocate, vous, à Saint-Dié-des-Vosges. Tout à fait. Mais vous êtes tous les deux, évidemment, membres du barreau d'Épinal. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Question générale, tout d'abord. Droit des victimes, dit comme ça de but en blanc, on se dit... Évidemment, il y a un droit des victimes, mais on va rentrer dans le détail parce que, bien sûr, c'est intéressant et compliqué, il y a différentes approches. Question très générale tout d'abord, l'objet premier de la justice, Gérard Welzer et Valérie François Dodo, l'objet premier de la justice du droit est de juger, de donner un cadre à une condamnation, alors pénale ou civile, d'une personne ou d'une entité morale ayant commis une faute, un délit, un crime, une infraction. Mais quid de la victime de tout acte malveillant ou d'une victime d'un dégât collatéral, on va dire. Quid de l'évolution récente de la considération, comme je l'ai dit en introduction, du statut de la victime, Gérard Welzer? Les victimes, on en prend de plus en plus, on en tient de plus en plus compte. Et heureusement. Voyez-vous, récemment, pour faire vite, on a un garde des Sceaux exceptionnel, Robert Badinter, qui est décédé. Eh bien, Robert Badinter, qu'on a toujours l'habitude de dire « c'est grâce à lui que la peine de mort a été abolie » ou, pour ceux qui sont contre l'abolition, c'est à cause de lui que Robert Badinter est le garde des Sceaux en France qui s'est le plus préoccupé des victimes. C'est lui qui a créé, Valérie, vous le savez, le fonds d'indemnisation des victimes. C'est-à-dire que quelqu'un qui est victime d'une infraction, un assassin qui tue un papa, les enfants du papa qui font condamner l'assassin pour obtenir réparation, ils sont face à quelqu'un d'insolvable. Eh bien, c'est Robert Badinter qui a créé un fonds d'indemnisation, d'assurance, pour indemniser les victimes. C'est lui également qui a créé la loi Badinter sur les accidents de circulation de victimes pour faciliter l'indemnisation. Question de Jean-Luc d'Épinal. On va s'appuyer sur 2-3 questions qu'on a reçues par les réseaux sociaux, notamment. Valérie François Dodo, question de Jean-Luc. On entend souvent qu'en France, la justice s'occupe plus des auteurs de méfaits, d'infractions, que des victimes. Et qu'aux États-Unis, c'est le contraire. Est-ce vrai ou est-ce un peu caricatural? Alors c'est à la fois vrai et caricatural parce que le système judiciaire américain est complètement différent. C'est un système accusatoire, alors qu'en France, la procédure pénale pour déterminer et pour poursuivre les auteurs, on parle d'infractions pénales, sont dirigées alors à la fois par le parquet ou par des juges d'instruction et sont renvoyées devant des juridictions pénales. Tribunal correctionnel, cour d'assises ou tribunal de police pour des contraventions. Aux États-Unis, ça se passe de manière tout à fait différente. L'avocat d'un, entre guillemets, accusé a à ses côtés un cabinet. Alors, nos cabinets ne sont pas équipés comme ça, qui peuvent mener des enquêtes et enquêter. Oui, c'est ça, tout à fait, enquêter. En France, on ne peut pas enquêter. Ça, c'est du ressort de la compétence des services de police, des services de gendarmerie. Donc, le système est complètement différent. Gérard Welzer, vous le ressentez ça dans votre quotidien? Pourquoi je dis ça? Parce qu'évidemment, nous sommes tous abreuvés des films américains et des séries américaines. Et cette organisation de la justice avec la place qui est donnée à la victime et donc aux droits de la victime est complètement différent. Je comprends la réaction de Jean-Luc et de nombreux citoyens. On défend trop les personnes. Les gens ont cette réaction jusqu'à ce qu'ils aient besoin d'un avocat. Mais on défend trop les personnes, on défend trop les accusés. On défend trop les accusés. Écoutez, c'est l'honneur de notre pays. C'est l'honneur de notre pays des droits de la défense. Mais vous savez, on fait, et heureusement, beaucoup pour les droits des victimes. Une victime d'un viol, aujourd'hui en France, a droit à un avocat gratuit. De nombreuses victimes ont droit à des avocats gratuits. Ils ont l'aide judiciaire de droit. C'est-à-dire que c'est l'État qui vient se substituer à la loi Badinter sur les accidents de circulation a facilité l'indemnisation des victimes. Le fonds d'indemnisation des victimes permet, ceci étant le problème d'une victime, que ça soit en droit pénal pour les meurtres, que ça soit en droit civil, en droit médical, on va y venir. Le problème d'une victime, c'est qu'elle est victime et que psychologiquement, c'est très dur.
c'est très dur parce qu'elle ressent en elle-même ce qui s'est passé et en plus, elle est souvent isolée. Quand on parle de victime, on parle donc d'actes malveillants. Valérie François Dodo, il y a plusieurs types de grandes catégories d'actes malveillants. Évidemment, les actes, les atteintes aux personnes et les atteintes aux biens. Dans le détail, si on... Alors, les atteintes aux biens, ça peut être des vols, des escroqueries, des dommages matériels que l'on cause de manière volontaire, puisque là, on est parti pour parler des infractions pénales, si j'ai bien compris. Et les On atteintes, va faire les involontaires les atteintes aux aussi. personnes, ce sont les violences de toute nature qui sont commises sur des personnes physiques. Alors, mon confrère disait qu'aujourd'hui, on prend plus en charge les victimes. Alors, c'est pas tout à fait juste, parce qu'elles ont un parcours extrêmement long et pénible et qu'elles font en général dans l'isolement. Elles sont prises en charge effectivement pour avoir une aide juridique, une aide juridique dans le cadre de procédures pénales pour pouvoir être assistées et défendues devant les juridictions pénales. Mais je pense notamment à des victimes d'actes graves, des actes de viol par exemple. Entre le moment où la procédure se met en place et le moment où elle se termine, très souvent il se passe plusieurs années. Et pendant ce laps de temps, elles sont quand même très seules. Elles n'ont pas de personne, de psychologue, enfin, sauf à faire des démarches volontaires et aller consulter des professionnels de santé, notamment des psychologues qui peuvent les aider et les soutenir et les entourer. Elles ne reçoivent aucune aide. C'est-à-dire qu'elles doivent consulter dans des cabinets de ville, des cabinets privés, mais elles n'ont pas d'aide particulière. Alors, c'est un petit peu, je dirais, un petit peu juste, court, de dire qu'elles sont aujourd'hui bien défendues et assistées et aidées. Alors oui, elles sont assistées pour l'instruction, en ce qui concerne l'assistance de l'avocat, pour la période de jugement, tribunal correctionnel, cour d'assises, oui, elles ont le droit effectivement, pour les faits les plus graves, d'avoir un avocat qui les assiste gratuitement, enfin en tout cas dont l'indemnité est prise en charge par l'État, et elles ont le droit et la possibilité aussi, encore une fois pour les actes les plus graves, lorsque l'accusé, le condamné n'est pas solvable, de pouvoir avoir recours et accès à des fonds de garantie, parce que des fonds de garantie, on va parler du fonds de garantie en réalité, en fonction des faits, il existe plusieurs fonds de garantie pour pouvoir obtenir l'indemnisation, voilà, de leur préjudice. Mais il y a ce laps de temps entre le début de l'affaire, entre guillemets, et la fin de l'affaire, où là, très souvent, elles sont seules. On a parlé plusieurs fois depuis le début de cette émission des viols, évidemment de ces violences faites aux femmes. Gérard Welzer, juste une question un petit peu annexe, je veux dire, c'est un thème d'actu évidemment. Comment on explique qu'en matière de viol, il y a une écrasante majorité, de moins en moins, mais on va dire 8 sur 10 peut-être, 8 plaintes sur 10 qui sont classées sans suite? Alors, là, on est sur la parole de la victime, on est sur le droit de la victime, le début du droit de la victime. Si vous voulez, il est certain, tous les observateurs le notent, il y a 30-40 ans, une victime qui était victime d'un viol, qui allait se plaindre, on la prenait rarement au sérieux. Et elle avait beaucoup de mal à faire reconnaître la vérité. Aujourd'hui, heureusement, les choses ont changé. Les choses ont changé. Que ce soit au niveau des viols, des violences conjugales, mais des viols, les enquêtes sont beaucoup plus sérieuses. Maintenant, restent les principes juridiques. Quelqu'un qui prétend qu'elle a été victime d'un viol, une femme ou un homme, mais c'est plus souvent les femmes, eh bien, il faut qu'elle prouve. Et là, c'est difficile. Difficile parce qu'une femme violée, elle est traumatisée. Au niveau psychologique, c'est très dur. Par définition, il y a rarement des témoins. Et donc, cette victime se heurte au problème de la preuve. Donc, qu'il y ait des plaintes classées sans suite, il peut y avoir également des plaintes injustifiées. Le problème, c'est qu'il y a 30 ans, les plaintes justifiées, on n'y donnait pas suite. Donc, il faut faire très attention. La justice, la bonne justice, quoi qu'on en dise, c'est quand même la justice qui sait prendre son temps pour écouter et peser les deux plateaux de la balance. Et on parlait des... Et la victime du viol, comme d'autres victimes, le conseil qu'on doit donner avec Maître Dodo et qu'on donne, ne restez pas isolés. Faites-vous aider par un proche, par une proche et par un avocat. C'est la profession du droit qui aide. Combien de fois on voit des gens arriver chez nous ayant souffert et qui viennent tardivement. S'ils viennent tout de suite
Qu'ils n'aient pas peur du coup. On leur fait un devis, ils ont droit à l'aide judiciaire dans certains cas, etc. Mais il faut qu'ils soient aidés, pas isolés. Et également par les proches. Pour revenir, le petit clin d'œil, entre guillemets, à la différence avec les États-Unis, le violeur présumé doit prouver son innocence. On est sur une autre organisation. C'est pas Peu tout près. à fait ça non plus. Non. Non, Ouais. c'est pas Si tout on à va fait sur les ça non États-Unis, plus. là, on Oui, part. non. Allez, Ce qui est sûr, on va se mettre d'accord. Il faut qu'une victime de viol soit plus entendue, que ça aille plus vite. Maintenant, il faut respecter le droit de la défense aussi. Sans les plateaux de la balance qui ne sont pas simples Pas à toujours, équilibrer. hein. Et malheureusement pour les victimes de viol, il y a 30-40 ans, on ne faisait pas assez. on aurait énormément de choses à dire. Encore, on va avancer un petit peu sur ce droit des victimes. Explicitez-nous, Gérard Welzer, le plaidé coupable. Ça fait 10, 15, 20 ans que Ouais, c'est... ça fait que c'est- 20 ans, c'est 20 ans 2004, que c'est en place Ouais. en France. On a le sentiment quand même que c'est encore peu utilisé, que c'est encore peu connu du grand public. Alors le plaidé coupable, voilà, on le connaît tous avec cette culture US, américaine, mais en France on parle de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, la CRPC. Qu'est-ce que dit cette procédure dans le droit des victimes? Depuis 2004, lorsque quelqu'un a commis un vol, lorsque quelqu'un a commis un accident, une conduite en état d'ivresse, lorsqu'il reconnaît son action, sa responsabilité pénale, le procureur, la personne qui poursuit, c'est un magistrat, peut proposer le plaidé coupable. L'avantage, c'est que ça va plus vite, ce n'est pas public, tout du moins c'est beaucoup moins public, puisque c'est la phase, et ça permet à l'avocat et à son client de négocier la peine, et puis ça désengorge les tribunaux. C'était Cette l'objet affaire, principal de La de loi cette- date de 2004. Depuis, il y a 13% des affaires correctionnelles, si mes souvenirs sont exacts, qui sont jugées de cette manière. Voilà, c'est le plaidé coupable. 13%. Mais puisqu'on est sur une émission pour les victimes, c'est pas forcément évident Non. pour les victimes. Parce que comme on va très vite, comme les victimes doivent être représentées, etc., c'est pas évident. C'est pas évident, il faut que les victimes aient le temps de se défendre. Mais 13% Elles quand sont même. oubliées aussi souvent, les victimes. Dans ces procédures rapides, on oublie un peu la victime, parce que la CRPC peut être choisie comme mode de poursuite, de jugement, même dans le cadre de violences, alors des violences légères. Est-ce qu'elle peut être rejetée, évidemment, par Non. la victime? Non, mais la Ça victime, marche comment? Ne choisit après la pas. décision, la victime peut se constituer partie civile, demander de dommages-intérêts, mais c'est plus compliqué. Ok. Affaire à suivre. Ça C'est aussi, plus ça vaudrait compliqué presque une émission à si part elle entière. n'a pas été convoquée, parce que la victime devrait être convoquée également dans le cadre des procédures de CRPC et assister. Alors, on explique comment ça se passe en deux temps. Il y a un premier Allez-y. temps, alors qui est effectivement, c'est pas une audience non publique, où le procureur dans son bureau propose à la personne poursuivie, au prévenu, une peine. Il accepte, il refuse. S'il accepte, la décision, enfin en tout cas la peine qui a été proposée et acceptée par le prévenu doit être homologuée par un juge. Donc ça, c'est un juge du tribunal correctionnel, du tribunal judiciaire. Et à ce moment-là, s'il y a des parties civiles, elles se constituent parties civiles à ce stade de la procédure. Sauf que j'ai quand même relevé, je dirais pas souvent, mais relativement souvent, que lors de l'audience d'homologation, les parties civiles ne sont pas là parce qu'on les a oubliées, parce qu'elles n'ont pas été convoquées, parce qu'elles n'ont pas été informées qu'il y avait une procédure de CRPC qu'elles Et mise parce en que place. toutes les victimes Voilà, aussi, et qu'elles ne ou savaient pas peut-être aussi qu'elles parce pouvaient que venir. une victime ne se prononce pas automatiquement, ne se déclare pas partie civile, et il peut y avoir jugement de la part, Gérard Welzer, il peut y avoir jugement évidemment de la part de l'institution judiciaire sans que la victime soit constituée partie civile, ce qui évidemment freine son droit. Alors, elle peut dans un deuxième temps faire un procès civil. Hein. D'accord. Mais ce que dit Valérie François Dodo est tout à fait exact. Et c'est le problème de la justice. On est dans une contradiction permanente. On veut aller plus vite. C'est aussi vrai ce qu'on appelait les flagrants délits, les comparutions immédiates. On veut aller plus vite et en même temps on dit qu'il faut s'occuper plus des victimes et des droits de la défense. C'est difficile. Or, c'est difficile de concilier tout. D'autant plus que les magistrats, les greffiers, les enquêteurs sont pas assez nombreux. Qu'on a des moyens de notre système judiciaire qui, par rapport à d'autres pays, ne sont pas assez développés. C'est Et dit. donc, on ne peut pas trop demander aux gens.
Valérie François Dodo, question de Mireille de Mirecourt. Mireille de Mirecourt, on entend souvent parler de dommages et intérêts au pénal et au civil. Quelles sont ces deux approches d'une affaire judiciaire? Alors, il faut faire la distinction, je pense, entre les victimes d'infractions pénales. Lorsqu'une personne est victime d'infractions pénales et a subi des dommages à la suite de la commission d'une infraction pénale, le procès est d'abord pénal. Et lors de ce procès pénal, la personne victime peut se constituer partie civile et demander réparation de son préjudice. Et dans ce cas-là, l'affaire est renvoyée à une audience sur intérêt civil. Donc là, on ne parle plus de sanctions pénales, on va réparer son dommage. Ou une victime peut être victime d'un acte qui n'est pas un acte malveillant, qui n'est pas un acte constitutif d'une infraction pénale. C'est l'accident, c'est l'erreur médicale, c'est voilà, ce genre de choses. Donc il n'y a pas au préalable de procès pénal, on va directement demander réparation de cet acte involontaire qui a causé un dommage à la victime. Donc si vous voulez, in fine, la victime qui subit un dommage, elle peut obtenir réparation. Et c'est la même chose, c'est la réparation de son préjudice. Que le préjudice ait trouvé sa cause dans une infraction pénale ou dans un acte involontaire. Ok, Gérard Welzer, Valérie François Dodo a évoqué l'erreur médicale, un dossier, une thématique de droit que vous connaissez bien. Vous avez travaillé bien sûr sur la défense de certains surirradiés dans l'affaire des surirradiés d'Épinal. Un mot sur cette approche en termes de victime d'erreur médicale. Une victime d'erreur médicale, vous parlez des surirradiés, mon cabinet avait défendu des centaines de victimes. Dans le cadre de ce dossier, grâce à l'action des surirradiés, le président de l'association, Philippe Stabler, on avait été au pénal, fait condamner les médecins responsables, au tribunal correctionnel de Paris. On avait été au civil, on avait obtenu des dommages et intérêts pour les victimes, et on avait été au droit administratif. Une victime d'une erreur médicale, le problème, c'est que souvent, en droit français, Valérie a dû le constater aussi, les victimes qui viennent nous voir, elles n'osent pas, elles sont isolées, elles ont mal, elles ont un préjudice psychologique, elles ont un préjudice corporel, puis elles viennent dire « Oh, mais je ne veux pas en faire une affaire d'argent. » Attendez, quelqu'un qui est amputé d'un bras avec une erreur, c'est aussi, on vise malheureusement une société d'argent. Et donc, qui dit argent dit indemnisation. Et la victime doit vite se faire assister par un proche, pour ne pas garder psychologiquement tout pour elle, et puis par un avocat, je le dis, parce que c'est les techniciens du droit qui peuvent faire le nécessaire. Et les victimes, souvent, souffrent tellement qu'elles ont en elles de « Ah, mais moi, je ne veux pas d'histoire ». D'autant plus, petit aparté que je me permets, les indemnisations, dans l'extrême majorité des cas, ce sont les assurances, évidemment, qui assurent la couverture, le paiement de ces indemnisations. Et voilà, bon, on sait que généralement, ça va plutôt pour elles. Les compagnies d'assurance, tu veux peut-être en dire un mot, Valérie ? Oui. Je voulais dire que les préjudices, quels qu'ils soient, alors un préjudice matériel, c'est facile à réparer, c'est chiffrable. Un préjudice personnel, on ne peut pas rendre au monsieur qui a perdu son bras, hein, c'est impossible. Donc le seul moyen de réparer, c'est un moyen financier, c'est monétaire. Donc après, la difficulté, c'est combien ça vaut. Donc ça fait l'objet d'expertises. Voilà, on se réfère à des experts, on demande des expertises pour déterminer le préjudice moral, les préjudices d'agrément, la souffrance endurée, le préjudice économique s'il y a perte d'emploi. Mais ça c'est économique, c'est facile, on le calcule, oui, on a un bulletin de salaire. Ça s'ajoute. Ça s'ajoute, oui, mais on parlait du bras du monsieur, c'est un bon exemple. Il a perdu son bras. Comment est-ce qu'on répare ce préjudice ? Gérard Welzer, dernier mot sur ce thème ? Oui, sur ce thème, pour répondre à votre interrogation, on le sait, nous, en tant qu'avocats, par rapport aux compagnies d'assurance, certaines compagnies d'assurance sont plus des financiers que des assureurs. D'autres sont vraiment des assureurs. Mais lorsqu'on discute avec certaines compagnies, parce qu'on est avocat de victime et qu'on va discuter avec un inspecteur de compagnie, heureusement que les victimes ne voient pas comment ça se passe, parce que des fois, on nous propose pas grand-chose. On est obligé d'aller au tribunal. Parce que certaines compagnies, il ne faut pas généraliser, moins ils payent, mieux ils se portent. Dernière question. Beaucoup de compagnies. Pardon ? Beaucoup de compagnies. Question de marque, c'est un autre sujet. On en fera peut-être une émission.
Je sais pas. Question de Marc de Remiremont. Dans les contrats d'assurance, Gérard Belzer, et les contrats d'assurance habitation, la protection juridique est fortement conseillée. Pourquoi? Protection juridique. Alors, vous voyez, je vais faire la publicité des compagnies d'assurance. Je conseille à vos téléspectateurs de prendre l'option protection juridique. Pourquoi? Ça ne coûte pas très cher par an. Ce n'est pas obligatoire, mais N'est-ce pas systématiquement inclus? non, Non? non, c'est pas Ok. inclus. C'est une option que l'assuré peut ou ne peut pas prendre. Ouais. Or, vous êtes victime d'un accident médical. Il va y avoir des expertises judiciaires, médicales. Il va y avoir des expertises privées médicales. Si vous avez une protection juridique, c'est votre compagnie d'assurance qui va prendre en charge les frais d'expertise. C'est votre compagnie d'assurance qui va prendre en charge partie de vos frais d'avocat. C'est votre compagnie d'assurance qui va vous conseiller. Donc, cette option protection juridique, franchement, je trouve que c'est une bonne chose qui a été créée par les assureurs. Protection juridique, qui dit protection juridique dit plafond d'indemnisation. Il faut être très Alors, vigilant à cela. Je voulais juste préciser, puisque vous parlez d'options, c'est vrai que souvent, dans le cadre de la protection assurance habitation, il y a cette option. En réalité, le contrat d'assurance protection juridique est un contrat indépendant. Mhm. Donc une personne, par exemple un jeune majeur qui vit encore chez ses parents, peut souscrire pour son compte une assurance protection juridique, alors même qu'il n'a pas d'assurance habitation puisqu'il vit chez ses parents, il n'a pas d'assurance automobile puisqu'il n'a pas son permis de conduire. Donc c'est un contrat autonome, mais qui très souvent peut être intégré. C'est ça l'option, c'est d'intégrer ce contrat dans un autre contrat. D'accord. Et vous le trouvez même dans certaines banques, Dans les banques. dans les comptes bancaires. Vous le trouvez avec certaines cartes de crédit, qui là, c'est automatique. Donc, faut bien regarder. Et souvent, les gens ne savent pas s'ils en ont un ou pas. Voilà, C'est allez, vrai. dernier petit point de vigilance. Justement, il peut y avoir en fait plusieurs. Attention, Gérard Belzer, il peut y avoir souscription sans s'en rendre compte à plusieurs contrats qui intègrent cette protection juridique. Oui, mais c'est pas forcément mauvais. Faut pas s'arrêter parce que des fois, des comptes bancaires, c'est même pas payant, cette protection juridique. Ça dépend lesquels. Sur la carte de crédit, il y a des gens qui veulent tel type de carte de crédit et qui ont les moyens de l'avoir. C'est pas tout le monde. Hein. C'est des cas. Bon, voilà. Mais ce qui est sûr, c'est que la protection juridique, l'expérience montre que ça peut être une bonne chose pour l'assuré. Et moi, je la conseille. Le dernier point que Aussi. je souhaitais mettre vrai. en exergue, vous êtes avocat évidemment, ça fait partie de votre activité bien sûr d'aider les victimes. Il y a aussi les bureaux d'aide aux victimes, un petit mot sur dans notre département, comment ça se passe? Valérie François Dodon. Alors les bureaux d'aide aux victimes, je ne sais pas s'il en reste encore Et en ouvert reste- à Saint-Dié, Ouais. donc peut-être à Épinal, Gérard Belzer. l'ADAVEM, C'est une l'association excellente d'aide aux question. victimes. Ludovic, Et- Oui. vous êtes au courant? Oui, il y en a à Épinal. Alors, c'est très bien qu'une victime soit accueillie au palais de justice d'Épinal. Les tribunaux judiciaires, et en particulier à Épinal, ont fait beaucoup pour l'accueil des victimes. Il y a un guichet. Ah, c'est dans les Ouais, locaux ouais. du Et palais puis, de justice. il y a un bureau d'aide aux victimes. Donc, c'est très bien. Ceci dit, et au risque de paraître défendre trop la profession d'avocat, mais c'est égal. Bureau d'aide aux victimes, association de défense des victimes, très bien. Dans le cadre des suréradiés, c'est grâce à l'association des suréradiés présidée par Philippe Stabler qu'on a réussi à faire montrer la responsabilité, faire payer, faire condamner les médecins coupables. Mais de toute façon, il faut toujours l'intervention d'un avocat. Et plus vite il intervient, mieux c'est. On vous fait un contrat, c'est obligatoire pour savoir où vous allez. Et souvent, vous avez droit à l'aide judiciaire ou la protection juridique vous aide. Mais rien ne vaut l'intervention d'un professionnel, quel qu'il soit. Gérard Le premier- Belzer, Valérie Le François premier Dodon. conseil, en réalité, c'est un accueil. On accueille les victimes, enfin, pas nous, hein, mais les personnes qui sont dans ce bureau accueillent les victimes. Ils sont là pour leur donner des pistes, leur dire quels sont leurs droits, mais elles devraient quand même souvent, effectivement, diriger les victimes vers un cabinet d'avocat quand il y a une procédure, évidemment. S'il n'y a pas de procédure, c'est pas utile. C'est un des acteurs du soutien à la victime et du soutien de cette démarche Vous voyez, judiciaire. le fait que vous ayez une émission avec ce thème, bravo. Il faut qu'une victime ne reste jamais seule. Pas seulement avec un avocat, avec des proches. Parce que les victimes n'osent pas parfois parler de leurs problèmes. Et puis, psychologiquement, sont atteintes en plus de leurs problèmes. Merci à tous les deux. On y reviendra très certainement sur cette vision un petit peu globale du droit des victimes. Il y aura encore pas mal de choses à dire, bien sûr. Merci à tous les deux. Bonne continuation.
Merci à vous Merci. de votre attention. On se retrouve le mois prochain pour le dernier numéro de la saison de cette émission Tout droit.